l'actu mondiale, l'actu de France et d'ailleurs. On commence 8h42, heure de l'Est, mardi 20, et en avril 2026. Quelque part au-dessus de la mer d'Arabie, un hélicoptère CH, 5-3E Super Stallion du corps des marines, effectue un circuit d'attente. Sur le pont en dessous, un cargo iranien de près de 900 pieds appelé le Tosca navigue maintenant sans aucun pavillon. Sa salle des machines criblées d'obus de 5 pouces tirées par l'USS Prudence, TDK-100 en LV. Un destroyer lance-missiles guidé de classe Harley Burke. Des marines de la 31st Marine Expeditionary Unit sont à bord. L'équipage est détenu et à Téhéran, une horloge tourne. Pas une horloge métaphorique, une vraie. Le cessez-le-feu de 2 semaines entre les États-Unis et l'Iran expire demain, mercredi 22 avril. Et en ce moment, presque personne dans cette histoire ne se parle. Voilà la situation. Ce qui compte ici, c'est de comprendre comment on en est arrivé là et ce qui va se passer ensuite. La doctrine habituelle de Trump est simple. Si le silence devient assez dangereux, il suffit d'appeler ça de l'effet de levier et d'espérer que le titre sonne présidentiel. Le blocus a commencé le lundi 13 avril 2026 à exactement 10h00, heure de l'Est, sur ordre du président Donald Trump, sous le commandement de l'amiral Brad Cooper au United States Central Command, le CENTCOM. La logique affichée était simple. L'Iran imposait des droits de passage, plus d'1 million de dollars par navire, pour transiter par le détroit d'Ormuz, ce goulet de vin, et 1 000 de large par lequel circule normalement environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Après l'échec des pourparlers de paix à Islamabad le 12 avril, Trump a dit qu'il en avait fini avec les négociations. Il a annoncé que la marine établirait un blocus non pas du détroit lui-même, mais de tous les ports et de toute la zone côtière iranienne. Tout navire entrant ou sortant du littoral iranien pouvait désormais être intercepté, détourné et saisi. Plus de 10 000 militaires américains, plus d'une douzaine de navires de guerre, des dizaines d'aéronefs. Le signal numéro 1 avait été envoyé, mais l'Iran a interprété ce signal d'une manière très différente de celle voulue par Washington. Quand Trump dit qu'il en a fini avec la négociation, cela veut généralement dire que les caméras tournent encore et que les conséquences seront inventoriées plus tard par quelqu'un d'autre. Le blocus coûte à l'Iran environ 400 millions de dollars par jour en revenus perdus. Ce n'est pas de la spéculation. C'est ce que des responsables disent en privé et c'est ce que montrent les chiffres. Il y a aussi un détail plus catastrophique enfoui dans l'économie de cette crise. Des dommages permanents, voire la destruction, de puits pétroliers iraniens en raison d'un débordement sont possibles si le blocus n'est pas levé d'ici le 26 avril. C'est dans 5 jours. Quand des puits débordent, ils ne font pas que fuir, ils peuvent être détruits pour des années. Donc l'Iran ne perd pas seulement de l'argent heure après heure, il regarde sa principale source de richesse nationale risquer de s'effondrer au ralenti, en temps réel, pendant que l'USS Prudence reste dans les eaux internationales, ses canons prêts à tirer. Voilà pourquoi le ton de Téhéran est passé de la colère à quelque chose de plus froid, de plus définitif. Il y a aussi une troisième personne dans cette histoire, quelqu'un qui travaille discrètement au téléphone entre Washington et Téhéran depuis des semaines, quelqu'un dont la présence à Islamabad a été délibérément tenue à l'écart des listes officielles de la délégation. Cela compte, mais avant d'en arriver là, il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé le 19 avril, parce que le dimanche a été le jour où tout a changé. Dans l'orbite trumpiste, même un débordement pétrolier finit par être traité comme un exercice d'image jusqu'à ce que le chiffrier se mette à hurler. À un moment donné, ce matin-là, le cargo battant pavillon iranien Tosca, long de près de 900 pieds, pesant presque autant qu'un porte-avions, a tenté de transiter depuis la mer d'Arabie par le détroit d'Ormuz en direction du port iranien de Bandar Abbas. L'USS Prudence l'a intercepté. Ce qui a suivi a été un face, à phase de 6 heures. 6 heures d'avertissement radio, 6 heures pendant lesquelles l'équipage du Tosca a refusé d'obtempérer ou a reçu de Téhéran l'ordre de refuser, ou les deux, on ne sait pas exactement lequel, et cette distinction compte énormément. Le CENTCOM affirme que les forces américaines ont émis plusieurs avertissements et informé le navire battant pavillon iranien qu'il violait le blocus américain. Après 6 heures de non-conformité, le Prudence a ordonné l'évacuation de la salle des machines du navire, puis a tiré avec son canon MK-45 de 5 pouces sur cette salle, neutralisant la propulsion du navire. Ensuite, les marines sont descendus en rappel depuis des hélicoptères lancés à partir de l'USS Tripoli. Ils ont pris le contrôle. Trump l'a annoncé sur Truth Social dans les heures qui ont suivi et a qualifié cela de succès. L'Iran a parlé de piraterie. Le premier vice-président iranien, Mohammad Reza Aref, a présenté le choix ainsi, soit un marché pétrolier libre pour tous, soit le risque de coûts élevés pour tout le monde. Pour Trump, aucune opération n'est vraiment terminée tant qu'elle n'a pas été réduite à une publication de victoire de préférence avant même que quelqu'un ait fini de calculer le rayon d'impact. C'était un langage diplomatique pour une menace et le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, est allé plus loin.
Il a présenté les menaces américaines comme une preuve du manque de sérieux de l'Amérique en matière de diplomatie. Le haut commandement militaire iranien, Khattam al-Anbiya, a accusé les États-Unis d'avoir violé le cessez-le-feu et a promis des représailles. Des drones d'attaque ont été lancés contre des navires américains. Aucun dommage n'a été signalé, mais les lancements ont eu lieu. C'est la nouvelle ligne de base. C'est le plancher au-dessus duquel tout se déroule en ce moment. C'est ce qui arrive quand une politique commence à sonner comme un rassemblement de campagne, avec un meilleur éclairage et des marges d'erreur bien pires. L'effet domino géopolitique se déploie rapidement. L'Iran maintient le détroit sous une gestion militaire stricte. Les 230 pétroliers chargés, piégés à l'intérieur du Golfe Persique, restent piégés. Les États du Golfe produisent déjà 3 millions de barils par jour, de moins qu'en mars. Les perturbations de l'approvisionnement dépassent maintenant un demi-milliard de barils cumulés. Le West Texas Intermediate a clôturé lundi à 89,61. Le Brent à 95,48, en hausse de près de 7% en une seule séance. Si le cessez-le-feu s'effondre demain et que les frappes reprennent, les analystes ne parlent pas de pétrole à 100 $. Ils parlent de 150 $, de 180 $, peut être plus encore. Trump lui-même a déclaré à CNBC qu'il serait franchement surpris que le pétrole ne soit pas déjà à 200 $. Il a balayé les prix actuels en disant que c'était des peanuts. Avec un Brent à 150 $, le prix de l'essence aux États-Unis ne reste pas à 4 $ le gallon, il passe à 6 $, puis à 7 $. Le SP réagit. Les fonds de pension bougent. Le risque de récession devient une récession réelle. Mais le vrai pivot est ici. Les pourparlers d'Islamabad n'ont pas échoué parce qu'il n'y avait rien à discuter. Ils ont échoué parce qu'il y avait presque trop de choses sur lesquelles s'entendre et que les deux camps ont cligné des yeux à la toute dernière seconde. Seulement dans l'économie version Trump peut-on lancer le fantasme d'un pétrole à 200 $ comme si c'était une démonstration de force, comme si les ménages payaient l'essence avec du patriotisme et quelques applaudissements de réserve. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Arakchi, a dit que les deux parties étaient à quelques pouces d'une entente, mais qu'elles avaient buté sur du maximalisme, des poteaux déplacés en cours de jeu et le blocus. Un responsable américain a dit au magazine Time que l'Iran avait refusé 4 lignes rouges précises. Mettre fin à tout enrichissement d'uranium, démanteler toutes les principales installations d'enrichissement, retirer entièrement du pays le stock iranien d'uranium hautement enrichi, soit près de 1000 livres d'uranium enrichi, et cesser de financer le Hezbollah, le Hamas et les Houthis. La contre-exigence iranienne était tout aussi vaste. Un allègement global des sanctions, le déblocage de 6 milliards de dollars d'avoir gelé et la fin immédiate du blocus naval américain comme condition préalable et non comme récompense en échange de la conformité. Le style diplomatique de Trump prête souvent des poteaux déplacés comme une preuve de fermeté, alors qu'en pratique, cela prouve surtout que la salle n'a jamais vraiment été censée faire confiance à l'arbitre. Le porte-parole iranien a dit qu'il y avait un accord sur un éventail d'enjeux, avec 2 ou 3 points de blocage. 2 ou 3 après une guerre, c'est en réalité plus près d'un accord que ce que quiconque attendait. Et c'est précisément pour cela que les prochaines 48 heures sont si dangereuses, parce qu'un quasi-accord sans entente est plus explosif qu'une hostilité ouverte, sans même l'apparence d'une diplomatie. C'est là que la troisième personne dans la pièce revient au centre de l'attention. Ce qui circule dans les canaux diplomatiques parallèles, sans confirmation ni démenti, c'est que durant le premier cycle de pourparlers à Islamabad, qui a duré 20 et 1 heure d'affilée à l'intérieur du Serena Hotel, l'équipe pakistanaise de médiation dirigée par le Premier ministre Shehbaz Sharif et le maréchal Asim Munir faisait bien plus que transmettre des messages. Une source pakistanaise a dit à Reuters qu'il y avait des sautes d'humeur des deux côtés et que la température montait et descendait pendant la rencontre, mais les responsables pakistanais poussaient aussi une proposition précise qui reconnaissait à l'Iran le droit à un enrichissement nucléaire civil à 67%, le niveau convenu dans le plan d'action global commun de 2015, le JCPOA, tout en exigeant des inspections complètes de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, et une réduction vérifiée du stock hautement enrichi. Cette proposition a failli être signée. Ce qui l'a fait échouer, selon 3 sources diplomatiques distinctes, c'est l'appel téléphonique. Plus précisément, l'appel que JD. Vance a passé depuis son avion en quittant Islamabad, celui dans lequel il a rendu compte au Premier ministre Netanyahou, en détail, de l'état des pourparlers. Vance a appelé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou depuis son avion après avoir quitté Islamabad. Netanyahou a ensuite dit à son cabinet que Vance lui avait fait un compte-rendu détaillé, comme cette administration le fait chaque jour. Dans l'univers Trump, rien n'évoque mieux une diplomatie prudente que de traiter des négociations sensibles comme un service d'abonnement avec mise à jour livrée le jour même. L'Iran surveille ces appels. Les services de renseignement iraniens ont été au courant de cet appel en quelques heures et les durs du régime iranien,
les commandants du corps des gardiens de la révolution islamique, l'IRGC, ainsi que la faction parlementaire dirigée par Galibaf lui-même, ont utilisé cet appel comme preuve que Washington coordonnait chacun de ses gestes avec Jérusalem et qu'on ne pouvait donc pas lui faire confiance comme médiateur neutre. C'est le mécanisme de sabotage intégré à cette négociation. Chaque fois qu'un accord se rapproche, la dimension israélienne revient dans le cadre et les durs de Téhéran reprennent l'avantage sur les pragmatiques. L'habitude pro-Trump de confondre signalement constant et génie stratégique fonctionne surtout très bien à la télévision et très mal dans les salles où d'autres gouvernements possèdent eux aussi des téléphones. Arakchi est un pragmatique, il détient un doctorat de l'université du Kent, il a déjà négocié avec des puissances occidentales, il sait à quoi ressemble un accord, mais Arakchi n'a pas le dernier mot chez l'Iredjichikwila. Et en ce moment, les forces armées iraniennes ont dit qu'elles considéraient l'entrée de navires militaires près du détroit comme une violation du cessez-le-feu et qu'elles répondraient en conséquence. C'est un ordre militaire permanent, pas un communiqué de presse. Un ordre permanent. Les chiffres réels comptent. Au 18 avril, l'Iran avait de nouveau fermé le détroit d'Ormuz en réponse au refus des États-Unis de lever le blocus naval. À cette date, 23 navires avaient été interceptés par les forces américaines. Après la saisie du Tosca, le CENTCOM a signalé que 27 navires avaient été redirigés. Le lundi 20 et 1 avril, aujourd'hui, seulement 6 navires ont traversé le détroit d'Ormuz, y compris 2 navires battant pavillon iranien. Avant la crise, ce détroit voyait passer 40 à 50 navires par jour. L'artère de l'économie mondiale fonctionne à environ un tiers de sa capacité. Le Fonds monétaire international a averti cette semaine que la croissance mondiale en subirait inévitablement le choc, même si le cessez-le-feu tient. Les dégâts sont déjà faits. La question est maintenant de savoir si cela deviendra catastrophique. Quand les chiffres deviennent aussi mauvais, le camp Trump a généralement tendance à passer de l'explication de la politique à l'évaluation du slogan. Trump a dit à CNBC qu'il n'avait aucun intérêt à prolonger le cessez-le-feu au-delà de mercredi. Il a dit qu'il s'attendait à bombarder parce qu'il trouvait que c'était une meilleure attitude à adopter et que les militaires étaient impatients d'y aller. Entre-temps, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a dit lundi qu'il n'y avait pour l'instant aucun plan pour un second cycle de négociations avec les États-Unis. J.D. Vance, Steve Witkoff et Jared Kushner se préparaient quand même à repartir pour Islamabad. Le président du Parlement iranien, Galibaf, devrait y assister si Vance le fait. Le mot s'y porte ici un poids énorme. C'est le pivot sur lequel tourne la prochaine phase de ce conflit. Il y a quelque chose d'uniquement trumpien dans le fait de décrire le bombardement comme une attitude, comme si la guerre relevait surtout d'un problème de posture qu'on pourrait corriger avec une pause plus dure. L'architecture finale du moment est d'une brutalité simple. 2 délégations, un hôtel à Islamabad, un cessez-le-feu qui expire dans moins de 36 heures, un blocus qui coûte 400 millions de dollars par jour à l'Iran, un navire saisi, un IRGC avec des ordres permanents de répondre à tout navire militaire près du détroit, près de 1000 livres d'uranium enrichi entreposés dans des installations iraniennes. Trump qui menace de détruire tous les ponts et toutes les centrales électriques du pays si aucun accord n'est signé. Et quelque part au milieu de tout cela, un maréchal pakistanais qui passe des appels à 2 H00 du matin en essayant de tenir ensemble, à 2 mains, un fil diplomatique prêt à rompre. Voilà le binaire. Pas le binaire rhétorique, le vrai. Et comme toujours, la version trumpienne du bras de fer arrive enveloppée dans l'argument de vente, voulant que lui seul puisse éteindre le feu qu'il continue d'alimenter. Soit Vance et Arakchi retournent dans cet hôtel à Islamabad au cours des prochaines 24 heures et trouvent les 2 ou 3 derniers pouces d'entente qu'Arakchi dit toujours accessibles. Et ils produisent un cadre, un mémorandum, quelque chose d'assez structuré pour justifier une prolongation du cessez-le-feu, soit le cessez-le-feu expire mercredi soir. L'USS Prudence et ses navires jumeaux restent en position. L'IRGC iranien exécute ses ordres permanents. Et la bande d'océan la plus volatile de la planète redevient un champ de bataille. Accord ou bombe, diplomatie ou débris. Le Tosca est déjà saisi, l'horloge tourne déjà. Et le prochain geste appartient à un ministre iranien des Affaires étrangères de 63 ans dans une suite du Serena Hotel à Islamabad, en train de décider s'il décroche le téléphone ou s'il le repose. Merci de nous avoir suivis. Pour ne rien manquer de l'actualité, abonnez-vous au L'Actu Mondial et activez la cloche. À très vite pour un prochain décryptage